Euh, Je finis cette journée de présentation en vous présentant le bilan neurovisuel. Je suis partie sur un bilan neurovisuel qu'on va retrouver le plus classiquement dans nos cabinets en libéral, qui ne sera pas forcément adapté aux enfants cérébrolésés, par exemple, mais ceux donc vous allez normalement avoir à faire le plus souvent. Et puis après, on nuancera un petit peu les choses. Le but, c'était d'arriver à catégoriser un peu les choses. On sait que dans le cerveau, tout est interconnecté, mais on a essayé de séquencer un peu pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais voilà, on garde toujours en tête que c'est compliqué de mettre des choses dans les cases au sens strict. Quel est l'intérêt déjà de faire un bilan visuel? Cette évaluation elle a pour objectif de faire le point sur la situation des personnes que l'on va évaluer et de faire le point sur les difficultés qui vont être rencontrées. On évalue les capacités visuelles et les besoins éventuels de modification et on définit des moyens de compensation. Euh, on peut faire des bilans pour faire un point et un état des lieux un peu de ce qui se passe. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura de la rééducation derrière. On met toujours ça en lien avec la gêne au quotidien. Et s'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'éducation. On commence toujours un bilan par une anamnèse. C'est indispensable et ça nous amène déjà énormément d'éléments. Pourquoi il vient, de quoi il se plaint. Donc, on a les classiques maux de tête, vision floue, euh, fatigue visuelle, sensation de vertige, photophobie. Ça va être des signes fonctionnels qui vont plus nous évoquer des hypothèses de troubles oculomoteurs. On peut avoir aussi les plaintes en lien avec les difficultés scolaires, donc, en lien avec la lecture. Est-ce qu'il est lent à lire? Est-ce qu'il confond des lettres? Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? On va toujours creuser un petit peu. Les parents, ils arrivent en nous disant souvent, bah, il n'arrive pas à lire. D'accord, mais c'est quoi qui bloque dans la lecture? C'est quoi la difficulté? Juste difficulté de lecture, c'est pas assez précis pour que nous, derrière, on puisse commencer à faire nos hypothèses dans notre tête. Pareil pour l'écriture. Qu'est-ce qui bloque en écriture? Est-ce qu'il reste pas sur les lignes? Est-ce que c'est la taille des lettres qui est irrégulière? Et difficulté de copie, des choses comme ça. En mathématiques, même chose. Est-ce que c'est le fait de poser les calculs? Est-ce que c'est le raisonnement mathématique? Est-ce que c'est parce qu'en fait, il ne comprend pas l'énoncé et que du coup, il n'arrive pas à faire son problème de maths, mais parce que c'est du coup peut-être plus un problème de lecture de base? Voilà. Au niveau de la concentration, pareil, il n'arrive pas à rester concentré, ok. Mais c'est quoi? S'il y a un bruit distrait, ou c'est ben, il part dans la lune, mais il est hyper discret, il reste au fond de la classe, il n'embête personne, ou il passe un peu à côté. C'est quoi qui fait qu'on. Enfin, qu'est-ce qui fait dire aujourd'hui aux parents que leur enfant n'est pas attentif? Est-ce qu'il y a une hyperactivité motrice, des choses comme ça? Il y a aussi toutes les plein de difficultés d'éclairage en temps et dans l'espace. On demande toujours les antécédents, les traitements, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent avoir des répercussions sur la vision, qui peuvent provoquer des troubles accommodatifs, qui peuvent décompenser les strabismes et autres. De quand date la dernière visite ophtalmologique, s'il y en a eu une? Est-ce qu'elle a été faite avec des gouttes? De quand date le dernier bilan ORL et comment s'est passée la grossesse et l'accouchement? Toutes ces informations-là, elles nous permettent aussi d'étayer nos hypothèses dans notre tête. Et une fois qu'on a toutes ces infos, on se dit, OK, maintenant, il faut répondre à ces questions-là. Et c'est là qu'on va décider de ce qu'on fait dans notre bilan. Bon, on a une valise d'outils à notre disposition, on ne va pas pouvoir tout faire passer tout le temps. Donc, il faut qu'avec l'anamnèse, on ait déjà fait un premier tri dans notre tête, de savoir quelles sont éventuellement les hypothèses auxquelles on doit répondre. Comme tu l'avais présenté juste là, hein, c'est qu'est-ce que ça nous évoque comme difficulté. Et du coup, on va tester spécifiquement ça. Sinon, on fait des bilans qui durent 4 heures, c'est pas possible. Je demande aussi systématiquement comment se passe le sommeil. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Est-ce qu'il a un sommeil qui est réparateur? Est-ce qu'il a du mal à s'endormir? Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il rejette certaines textures? Tout ça, c'est pareil. Un enfant qui ne dort pas bien, il ne peut pas être concentré en classe. Un enfant qui ne s'alimente pas bien, qui a des carences, ça va forcément provoquer une fatigue, des difficultés de concentration. Donc, tout est lié. Donc, toutes ces informations-là, elles peuvent servir aussi à l'interprétation de notre bilan ensuite. Je fais souvent un petit point plus ou moins rapide, ça dépend s'il y a déjà des bilans qui ont été faits avant. Si j'ai les réponses dans le bilan psychomoteur ou dans le bilan de l'ergothérapeute ou de l'orthophoniste, je ne fais pas tout de suite développement de l'enfant.
Mais voilà, j'aime bien savoir s'il était autonome au niveau du langage quand il est rentré en maternelle, s'il a marché dans les âges, etc. Et quels sont les suivis qui sont en cours actuellement. Parce que ça va aussi me permettre de savoir si c'est moi qui suis prioritaire dans le suivi ou s'il a déjà 2 séances d'orthophonie, une d'ergo et une séance, je sais pas, autre, bah, peut-être que l'orthopsie, il va falloir attendre une pause au sein de ses suivis pour le mettre en place. Là, vous avez mis un tableau qui recense un peu les sites d'appel selon la HAS sur les classes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des petites choses aussi à avoir en tête pour quand les parents vous disent ben, il est en CP, il arrive pas à lire les syllabes simples, ça peut être dit, bon, et à la limite, quand même, le site d'appel, est-ce que ça pose un peu ou pas? Du coup, moi, j'ai séparé mon bilan en deux parties. Donc, on a vu ce matin qu'on faisait sensoriel, optomoteur, et ensuite la partie plus neurovisuelle. Moi, je regroupe souvent le sensoriel et l'optomoteur, et ensuite, je vous parlerai du neurovisuel. Le bilan, c'était à tout âge. Vous évaluer, on a parlé des enfants, c'était le sujet, mais ça peut aussi être fait pour les adultes. Euh, donc, les recommandations pour les bilans orthotiques, c'est à 9 mois pour un dépistage visuel, à 2 3 ans, en général avant d'entrer en petite section maternelle, et ensuite avant d'entrer au CP. Être sûr déjà que vous partez sur de bonnes bases avec un petit qui hop, et qu'il y a des lunettes, si là vous pouvez porter des lunettes. Les lunettes, ça se porte en permanence. J'ai rajouté ça pour dire qu'on utilise beaucoup de tests normés. Quand c'est possible de le faire, on le fait. C'est des outils qui ont des résultats qui suivent ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Et donc, on va donner des résultats en percentile, des quartiles, en déviation standard. Voilà. En gros, moi, j'aime bien dans mes bilans, quand tout va bien concernant la moyenne, je mets les résultats en vert. C'est faible, je les mets en orange. Et quand ça va pas, je les mets en bleu. Parce que toutes ces notations, elles sont différentes selon les professionnels. Pour les parents, ils s'y comprennent rien. Enfin, c'est compliqué. Des fois, c'est des écarts-types, des fois, c'est des percentiles. Enfin, on est perdu. Je trouve qu'avec les couleurs, ça fonctionne pas mal et ça permet tout de suite de voir où il y a du rouge, où il y a du vert. On sait tout de suite ce qu'il arrive à faire, ce qu'il n'arrive pas à faire. Et c'est assez visuel. Les critères d'adressage, pour les bilans plus classiques, on en a parlé tout à l'heure, donc ça va être des sensations de vertige, de la photophobie, des maux de tête, un œil qui voit moins bien que l'autre, donc ce qu'on appelle les amblyopie, les strabismes, vision double, vision floue, fatigue, etc. On va tester donc, dans ce bilan l'acuité visuelle. On fait bien les lettres de près et on fait bien de près et de loin pour estimer en dixième bien l'enfant voit. Ensuite, on va vérifier la réfraction. Donc, est-ce qu'il est myope, permétrope ou astigmate? Est-ce qu'il a un œil un peu trop grand, un peu trop petit, ou pas tout à fait rond? Euh, on va évaluer si utilise bien ses deux yeux ensemble. Donc, sous l'évaluation du relief. On ne peut pas avoir un relief fin si on n'utilise pas nos deux yeux ensemble. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une information. Ensuite, on va évaluer l'oculomotricité. Donc, est-ce qu'il y a un strabisme? On cache un œil, on cache l'autre œil et on regarde s'il y a un œil qui est dévié et on peut essayer de tester s'il est dévié. On regarde dans toutes les positions du regard si chaque muscle fonctionne bien ou s'il y a des muscles qui n'arrivent pas à aller dans un sens ou dans un autre. Donc pour nous, en tant qu'orthoptiste, ça nous donne pas mal d'informations après sur sa capacité à bouger ses yeux. On regarde s'il utilise bien et s'il arrive à garder ses deux yeux ensemble. Est-ce qu'il bouge bien? Est-ce qu'il relâche bien ses yeux? On étudie la convergence et la divergence. Donc, on peut aussi faire des enregistrements. De plus en plus, on a accès à des outils qui nous permettent d'enregistrer les mouvements oculaires. Donc, on peut enregistrer les mouvements de convergence, de divergence. On évalue les poursuites. Là, je le fais suivre sur un stylo. Il a un petit peu de mal à suivre. Hein. Je ne regarde pas bien mon stylo. On évalue les saccades. Alors, ça, c'est des mouvements de poursuite. Donc, en haut, c'est un enregistrement qui est normal. Et en dessous, un enregistrement, l'enfant a un petit peu plus de mal à suivre la cible. Euh, ensuite, les saccades, je fais regarder la tendance.
Pareil, on peut enregistrer ces mouvements-là. On voit en haut que c'est bien centré, c'est normal. En dessous, c'est un peu moins précis. En plus de ça, on a des indicateurs sur le temps de latence, enfin, on a plein de chiffres qui ressortent de ces graphiques-là que l'on peut analyser et on peut faire des avant-après. On peut aussi enregistrer sur un texte si les yeux se posent au bon endroit. Donc, en bas, un lecteur qui n'a pas de souci, qui va faire des fixations et des saccades précises et rapides. Et en haut, un enfant qui a une dyslexie. On vérifie toujours l'accommodation. Est-ce qu'il arrive à bien faire la mise au point? On évalue le champ visuel et la vision pupille. Voilà pour le bilan visuel. Si déjà il y a des soucis à ce niveau-là, la l'éducation, on fait porter les lunettes s'il y a besoin, on améliore la fusion pour qu'il arrive à garder ses deux yeux ensemble et que ça ne provoque pas de fatigue. On peut rééduquer le fait de faire mieux la mise au point et on peut rééduquer aussi et apprendre à l'enfant à mieux orienter son regard, à mieux passer d'un point à l'autre. Et toutes ces choses-là vont nous permettre ensuite d'améliorer la lecture, l'écriture, etc. On attaque la partie plus neurovisuelle. Donc, pareil pour les critères d'adressage, on l'a vu tout à l'heure, les difficultés en lecture, en écriture, en mathématiques, les difficultés au niveau du langage aussi. Tout ça, ça peut venir d'un trouble neurovisuel. Alors, j'ai l'habitude de présenter mes bilans comme ça. C'est un schéma qui est tiré de Schiff et Alvari qui ont beaucoup étudié les dyspraxies, qui nous disent que la modalité visuelle interagit avec l'oculomotricité, donc c'est ce qu'on vient d'évaluer dans notre bilan visuel, la mémoire, les capacités attentionnelles, et tout ça sous le d'un facteur G, donc un quotient intellectuel dans les normes. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir aller étudier la voie ventrale avec le perceptif. On voit pas une... La voie ventrale avec le vidéo-perceptif, la voie dorsale avec le vidéo-spatial, et ensuite l'implication du moteur, évaluant la coordination humaine, vidéo-moteur et vidéo-constructif. On le fait dans cet ordre-là, parce que c'est dans cet ordre-là aussi que ça se passe à peu près dans notre cerveau. Et vers le copier de figure, si on ne sait déjà pas si l'enfant il pose ses yeux au bon endroit et s'il est capable de reconnaître des formes simples, on ne va pas pouvoir interpréter notre résultat. On essaye de bilanter dans ce sens-là pour ces raisons. J'ai essayé de traduire nos termes un peu techniques. Donc l'attention visuelle et l'exploration, ça va être comment je cherche et je trouve l'information parmi d'autres. Le perceptif, c'est comment je reconnais et j'identifie des formes, des objets. Le visuospatial, c'est comment je repère et je peux localiser dans l'espace, je peux localiser les objets que je vois dans l'espace. La coordination humaine, c'est comment la vision va venir guider et appuyer le geste. Et le visio-constructif, une fois que j'ai réussi à faire toutes ces étapes-là, comment je construis et comment je peux regarder les choses. Donc, comment ça se passe concrètement en pilon? Pour l'attention visuelle sélective, on utilise très souvent des tests de barrage. Euh, on en a plein, des normés, des pas normés. Le but, c'est d'essayer de voir si, dans cette partie, l'enfant arrive à extraire la cible qu'on lui a demandé de trouver. Donc, par exemple, le test avec les lettres à droite, on lui demande de trouver tous les A. Il a un temps donné, on évalue s'il le fait dans le temps imparti et combien il en oublie. Et en même temps, on observe comment il s'y prend. Est-ce qu'il est organisé? Est-ce que ça part dans tous les sens? Est-ce qu'il explore toujours du même côté? Voilà. Et tout ça, ça va nous donner des informations sur son attention visuelle. Donc là, c'est un enfant à qui j'ai demandé de barrer tous les trois qui les entourent. Je redemande de les barrer et il continue de les entourer. Donc rien que ça, déjà, moi, j'ai des petites informations. Et il explore plutôt de haut en bas. Pourtant, le sport est plutôt organisé en ligne. Après, c'est un enfant qui est en grande section maternelle, il n'est pas encore lecteur. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant qu'il explore de haut en bas. S'il en trouve un nombre suffisant pour son âge en 1 minute, puisque ce test-là, c'est en 1 minute, pour moi, son attention, elle est bonne. Ensuite, on peut évaluer l'empreinte visuo-attentionnelle. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est en gros l'étendue de l'être. On arrive à capter en avant et en arrière de la fixation. Donc,
lit, on fixe à un certain endroit dans le pot et on va voir un certain nombre de lettres avant et après. Ça, je le teste avec les bâtisses. C'est un test qui va projeter, attention, ça va vite, il va projeter des lettres. Voilà. Et on demande à l'enfant de nous redire les lettres qu'il a vues. Ça va très vite. Donc, c'est un test qui se fait en 3 étapes. Ensuite, on va venir, une fois qu'on a cette information-là, on va venir évaluer le perceptif, donc la voix ventrale. Là, on découpe en plusieurs parties, la discrimination, la conscience de la forme, le figure-fond, la closure et les mémoires. Donc, comment on fait ça? Déjà, qu'est-ce que c'est que tout ça? La discrimination, ça va être la capacité à discerner des traits dominants dans des objets, les positions, les contours des formes, les couleurs. Une difficulté à ce niveau-là, ça peut engendrer des difficultés de reconnaissance pour les lèvres et pour les chiffres. Ça peut expliquer des confusions visuelles, par exemple, des lèvres qui s'inversent, des choses comme ça. Une difficulté au niveau de la mémoire visuelle, ça peut expliquer des difficultés de compréhension lors de la lecture, de raisonnement mathématique, de confusion de lettres. Des difficultés, alors les relations spatiales, on va en parler après. En fait, dans le test qu'on utilise, il y a un thème de relations spatiales, mais du coup, c'est plutôt la voie dorsale. Et un peu juste après, je vais laisser quand même ici. Pour la constance de la forme, ça peut expliquer des difficultés à reconnaître une lettre, un mot, lorsque c'est écrit dans une taille différente ou dans une police différente. C'est ce qu'on vous expliquait ce matin. Un F en majuscule, en minuscule, il prend des formes différentes. C'est toujours la même lettre. Tout ça, c'est pas toujours facile à reconnaître pour les enfants. Au niveau de la mémoire séquentielle, donc là, c'est plutôt la mémoire capacité. C'est une séquence de plusieurs choses. Et ça peut entraîner des difficultés à identifier l'ordre des lettres. Ça peut avoir des répercussions sur l'orthographe, sur les mathématiques. Pour le figure-fond, on a des difficultés pour fixer un point dans une page. En fait, il y a tellement d'infos partout que on n'arrive plus à prendre l'information qu'on nous demande de prendre. Donc, c'est aussi très en lien avec l'attentionnel. Et enfin, la fragmentation visuelle, la closure, c'est quand il manque des bouts d'images, on arrive quand même à reconstituer l'image. Donc voilà tous les tests, alors pas tous, hein, ce n'est pas une liste exhaustive, mais une grosse partie des tests qu'on peut utiliser, vous allez retrouver dans nos bilans orthoptiques, qui permettent de tester le perceptif. Je vous les ai mis plus à titre indicatif, mais si jamais vous voyez ces dans un bilan, vous pouvez venir voir et vous savez, ça teste du perceptif. Donc, comment ça se présente? Souvent, il y a un modèle de la page, de retrouver le même parmi les propositions. Donc, ça, c'est pour la discrimination. Pour la mémoire, on lui montre il y a plusieurs propositions, il faut qu'il retrouve le même. Pour le spatial, il faut qu'il trouve celui qui est tourné dans un sens différent des autres. Pour la constante de forme, il a une forme qui est cachée parmi les autres, il faut qu'il retrouve cette forme-là, elle va être plus grande, tournée différemment. Ça, c'est la mémoire séquentielle. Il faut qu'il retienne tout cet enchaînement-là et qu'il le retrouve ensuite parmi les propositions. Et pour le figure, là, pour le coup, c'est la différence avec la constance, c'est que là, la forme, elle reste identique. Elle a la même taille, la même forme, simplement, elle est cachée parmi d'autres informations. Et enfin, pour la clôture, il faut retrouver le même dessin que le modèle, et il manque des bouts qui marchent. Ça, c'est un autre test perceptif où il y a le modèle en haut et l'enfant le même parmi les propositions. Voilà. On a différents tests à notre disposition. Il y en a qui sont plus longs à faire passer, donc attentionnellement, ça va être compliqué. Il y en a qui nous donnent plus ou moins des informations plus ou moins précises parce qu'on a des normes sous-test par sous-test, d'autres qui nous donnent des normes plus globales. Donc après, c'est à nous de savoir lequel on utilise et pourquoi, en fonction du patient qui a devant nous. Pour ce qui est du visio-spatial, comment on se repère et on localise dans l'espace. Donc, ça permet d'évaluer la position relative des objets, leur taille, leur longueur, leur orientation. Donc là, j'ai pour habitude d'utiliser le PVSE. Il y a aussi le RTD, le laser, des tests qui sont gratuits pour le coup. On va aller chercher sur Google et les faire passer. Donc, le PVSE, il évalue les longueurs, les tailles,
les orientations, le jugement du milieu. Donc, à chaque fois, on demande à l'enfant, regarde ici, on lui demande de regarder les deux images. Est-ce qu'elles sont pareilles ou pas pareilles? Pareil ici, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est pas les mêmes? Et ensuite, on fait ça pour toutes les catégories du test. Et on évalue aussi les positions relatives choses et la sélection de la position. Là, il doit nous dire quelle est la couleur du point qui est au même endroit que le point de vue. Et il y a des normes pour chaque catégorie. Et ça, en plus, il y a des normes tous les âges, même pour les adultes. Un autre test que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est taille, dimension, c'est le KOBV, qui est plus adapté pour les tout petits. Donc, on présente une forme, voilà, par exemple, une forme, et il doit nous montrer la même parmi les propositions qui sont devant lui. Donc, ça, c'est le KOBV que vous avez vu tout à l'heure. Pour la coordination humaine, donc ça vise à évaluer comment le système visuel va venir aider à produire un geste fin. Donc, on peut évaluer la précision du geste et la rapidité du geste. Il y a c'est souvent évalué aussi dans les bilans psychomoteurs ou dans la thérapie. Donc, si ça a déjà été évalué, moi, je m'appuie sur ce qui a été fait par mon collègue. Et sinon, je l'évalue dans mes bilans. J'utilise le BTVP3 et le BRIBM. C'est les deux que j'utilise le plus souvent. Mais il y en a probablement d'autres qui existent. Donc là, on demande de tracer un trait sans dépasser. Donc, par exemple, ici, la souris, elle doit rejoindre le fromage en essayant de ne pas dépasser de l'encadré gris. Et ça se complique au fur et à mesure. Donc là, c'est l'exemple du berry, où pareil, il doit repasser dans les figures sans dépasser. Et il a un temps donné pour le faire. Bioconstructif, donc là, on peut le diviser en deux parties. La reproduction de figures en 2D. Un dessin, on va recopier. Par exemple, ici, je lui montre ce dessin et il doit le recopier de la façon la plus fidèle possible au modèle. Et ça peut être aussi en 3D avec des cubes. Il a un dessin de cube et il doit reproduire cet agencement de cubes le plus vite possible. Il y a le KOBV aussi qui permet de tester tout ce qui est visio-constructif. Je voulais revenir, donc ça a été fait un peu ce matin, sur les liens entre la vision et la lecture, l'orthographe, l'écriture, le langage et les mathématiques. Si on teste tout ça, c'est parce que tout ça a un lien avec la vision et c'est ça qu'on vient évaluer. C'est pas juste pour avoir les résultats des tests et savoir s'il est dans la moyenne ou pas dans la moyenne. Le but, c'est d'établir des liens et de mettre en lien les résultats de test avec le pourquoi il vient nous voir. Donc, il faut que dans nos conclusions de bilan orthoptique, ce soit clair, ce soit pas juste une liste de il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ou il y a ça qui va bien, mais c'est il y a ça et ça qui ne va pas, et ça peut expliquer par tel mécanisme que la lecture soit difficile, que l'écriture elle soit difficile. Et ça, des fois, c'est un petit peu compliqué dans nos bilans, et mes collègues qui ont du mal à lire nos bilans, parce que des fois, on fait un peu la liste, ce qui va, ce qui va pas, et on oublie parfois de faire vraiment le côté interprétation avec des mots simples, et le lien entre les signes fonctionnels, de pourquoi ils viennent nous voir, et ce qu'on retrouve dans notre bilan. Et c'est ça que nous, orthoptistes, veulent retrouver dans nos bilans. Donc, pour la lecture, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, il faut déjà avoir simple et net, il faut avoir une bonne acuité visuelle, enfin, en tout cas la meilleure possible, même si avec une faible acuité visuelle, on peut quand même aller. Il faut que les mouvements oculaires soient précis, donc il faut que la motricité conjuguée elle soit bonne, c'est ce qu'on peut évaluer avec le test, on parlait tout à l'heure. Il faut que les deux yeux travaillent ensemble, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, s'il y a un strabisme, il faut qu'ils soient bien compensés et qu'ils ne viennent pas pénaliser sur le temps. Il faut que la périphérie visuelle soit bonne pour pouvoir anticiper le mot d'après, la phrase d'après, éventuellement le retour à la vie. J'ai remis la même image que tout à l'heure. Il faut aussi, une fois qu'on a mis tout ça en place, donc on voit bien, on voit net, on pose les yeux au bon endroit et on regarde avec nos deux yeux ensemble et on anticipe correctement. Déjà plein de choses. Et une fois que tout ça, ça va bien, comment le cerveau, il reconnaît les lettres, il reconnaît les mots, comment la mémoire va le rentrer en jeu dans tout ça, est-ce que ça fonctionne bien de ce côté-là, parce que c'est ça aussi qui va aider derrière pour que l'orthographe s'améliore, pour que l'apprentissage des mots se fasse de façon automatique. Il faut pouvoir discriminer au niveau spatial les lettres.
un B, un D, un P, un Q, c'est exactement la même forme, c'est juste qu'elle est tournée ou retournée. Il faut qu'il y ait une bonne discrimination spatiale pour faire la différence, sachant que le cortex pariétal il se mature milieu fin de C20, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça, c'est pas au début de CP, s'ils confondent encore le B et le D, c'est pas grave, ça va venir. Par contre, si en CE2, c'est toujours pas acquis, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose. L'enfant doit être capable de repérer les différences de forme, d'orientation dans l'espace. Le traitement spatial, ça peut mener donc à des inversions. Et il y a aussi tout ce qui est position des lettres dans le mot. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés au niveau spatial, au lieu de lire lab, il va lire pal, par exemple, parce qu'il n'aura pas la conscience des positions relatives des lettres les unes par rapport aux autres. Il y a aussi l'organisation spatiale de la ligne dans le texte, donc suivre la ligne de gauche à droite, revenir à la ligne, maintenir son organisation pour que la lecture soit fluide. Et il y a le traitement plus global. Donc, lorsqu'on devient lecteur expert, on ne fait plus lettre par lettre, mais groupe de lettres par groupe de lettres avec une lecture plus globale. Donc, il faut aussi que tout ça se mette en place. Les liens entre la vision et l'orthographe, pour que l'orthographe soit bonne, on stocke dans notre mémoire visuelle les mots. Donc, il faut déjà qu'on les ait bien vus. Il faut qu'on ne fatigue pas trop, qu'on voit simple, toujours pareil, il faut qu'on voit simple, net, que la vision ne provoque pas de fatigue importante. Il faut que la lecture soit fluide et que la reconnaissance des mots soit bonne pour qu'on puisse stocker dans notre cerveau les mots sous la bonne forme. Euh, pour les liens, par exemple, avec l'écriture, l'écriture, ça ne repose pas uniquement sur de la motricité fine et sur le fait de tenir le crayon. Il y a aussi plusieurs compétences visuelles qui sont en jeu. Donc, il y a la perception visuelle, la voix ventrale. Donc, il faut discriminer les lettres et arriver à extraire d'un fond les lettres. C'est pareil, les feuilles avec les carreaux, les feuilles avec des lignes plus épurées. Des fois, le fait d'avoir des carreaux, c'est déjà trop d'informations pour certains enfants. Donc, on peut venir mettre des lignages adaptés ou épurer la feuille pour que déjà il y ait moins d'informations à gérer pour qu'ils se concentrent plus sur le geste et sur l'écriture. Il y a la mémoire visuelle qui intervient, la coordination entre l'œil et la main pour qu'il pose sa main au bon endroit et qu'il arrive à suivre les lignes. Et le suivi c'était conjugué pour qu'il arrive à suivre de gauche à droite, à revenir à la ligne et à suivre les lignes. Les liens avec le langage, là, ça concerne particulièrement surtout ces ça de dysphasie. J'ai pensé beaucoup à vous parce que j'ai reçu un enfant il n'y a pas très longtemps qui a un gros trouble du langage, suspicion de TSA, les bilans sont en cours, il parle quasiment pas, il a 6 ans. Il n'avait jamais vu d'ophtalmo, j'ai fait une mesure de dépistage, il est à +4 d'hypermétropie, moins de 50 d'astigmatisme de chaque côté. Donc, il ne voit pas bien. Donc, je l'ai renvoyé chez l'ophtalmo en urgence. Et je me dis, il a déjà 6 ans. En fait, ça fait 3 ans qu'il est suivi par une orthophoniste, 2 ans qu'il est suivi par une ergothérapeute qui marque 3 fois dans son bilan qu'il ne fixe pas, qu'il n'y a pas d'habitude, que le regard n'est pas souple, etc. Et à aucun moment, on s'est dit que peut-être il ne voit pas bien. Donc, c'est important de le faire. C'est important de dépister systématiquement les enfants, au moins sur un contrôle orthoptique ou ophtalmo avant l'entrée au CP, c'est indispensable. Donc, pour bien parler, il faut que on puisse. En fait, quand on va entendre un mot, on se fait une représentation dans notre tête du mot. Si je vous dis pomme, tout de suite, tout le monde a une pomme dans sa tête. Pour ça, il faut que l'enfant ait réussi à associer visuellement, ou quand ses parents lui ont dit pomme et qu'ils lui ont montré une pomme, que c'était la même chose. Donc, il faut qu'il arrive à voir ce que c'est qu'une pomme pour pouvoir enregistrer dans son cerveau cette image-là et se faire un stock d'images qui correspondent à des mots. Le langage aide donc à structurer la perception visuelle et ça marche aussi dans le sens pour que l'enfant, dans la communication, puisse nous montrer ce qu'il veut nous montrer et nous parler de ce dont il veut nous parler. Il faut qu'il ait réussi à se faire une représentation de ça. Il y a des études en imagerie cérébrale qui ont montré que les aires du langage interagissent avec les aires visuelles. Et les enfants qui apprennent à nommer ce qu'ils voient, les enfants apprennent souvent à nommer ce qu'ils voient, ce qui montre que l'acquisition du langage est liée à la perception visuelle. Il y a une étude qui a été faite chez des non-voyants qui montre que les non-voyants articulent beaucoup parce qu'il y a aussi une partie de mimétisme dans le langage, c'est-à-dire qu'on regarde la position des lèvres
la position de la bouche, les expressions des gens qui nous entourent pour apprendre à parler et à communiquer. Donc, quand on n'a pas accès à ça visuellement, ça peut avoir aussi une répercussion sur la communication et sur le langage. Ça peut aussi être en lien avec des difficultés à associer les objets aux actions, donc tous les concepts spatiaux de devant, derrière, dessous. Si on n'y a pas accès visuellement, c'est aussi compliqué de se les approprier et de les mettre dans notre langage. Il y a moins d'interaction avec l'environnement, donc qui voit mal va être moins curieux, moins mobile et moins du coup engagé dans les interactions sociales. Donc ça peut aussi faire penser à des signes d'autisme parce que pas d'interaction sociale, mais peut-être que en fait il voit entre guillemets juste pas bien. Et des fois c'est pas de la déficience visuelle parce qu'on met les lunettes et la vision elle remonte. Donc il faut déjà commencer par ça. Au niveau des mathématiques, toujours pareil, il faut voir simple et net. Tout ce qui va être impliqué, enfin en lien avec la vision, ça va être la reconnaissance rapide des quantités, la visualisation des regroupements, la vision des formes, le repérage dans l'espace, la coordination humaine et l'alignement pour poser ces opérations, par exemple, et l'organisation visuelle par rapport au schéma. Bon, là, ça reprend un peu ce que vous avez entendu ce matin, je vais passer peut-être un peu plus vite. Euh, donc, c'est le subtizing, c'est la capacité à reconnaître instantanément des petites quantités ou des grandes quantités. Euh, donc, par exemple, si je vous montre sur un dé, quand vous lancez un dé, vous ne comptez pas, regardez, c'est le chiffre 6 qui ressort, vous ne comptez pas les points pour savoir qu'il y en a 6. Juste en voyant l'image du site des 6 points, vous savez que c'est 6, parce que vous avez appris à définir ces quantités-là. Il y a la vision binoculaire et donc la perception des quantités. Il faut qu'il y ait une bonne coordination des yeux. Si un œil travaille bien, la perception des regroupements spatiaux est perturbée et ça rend difficile la reconnaissance instantanée des objets. Le coding, c'est un phénomène, en fait, c'est quand, par exemple, quand on fait notre acuité visuelle, on a 5 lettres, même des fois 3 lignes de 5 lettres. Le coding, c'est quand on va avoir du mal à identifier lettre par lettre. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infos sur l'écran, pour certains enfants, c'est impossible de se focaliser que sur une information ou sur une lettre. Et par contre, si on leur présente les lettres de façon isolée, là, il n'y aura pas de problème. Ça, en mathématiques, ça peut jouer rôle parce que les chiffres, c'est une succession de chiffres et souvent un peu collés. Et quand c'est un peu trop collé, des fois, c'est compliqué de venir séparer. Ça nous arrive, je pense, j'espère, qu'il n'y a pas que moi, à tous. Quand il faut compter les petits zéros qu'il y a derrière le 1 pour savoir si c'est un million ou si c'est un milliard, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, la surcharge cognitive qui fait que ça peut provoquer de la fatigue et perdre le côté instantané du subtil. Et son test, comment on fait? Parce que tous ces tests normés, c'est super. Ça nous a énormément fait évoluer, mais des fois, c'est pas possible. Des fois, c'est pas possible parce que l'enfant ne va pas comprendre ce qu'on lui demande, parce qu'on n'a pas tous les tests à disposition, ça a un coût. On les connaît pas tous. Donc, quand c'est comme ça, on prend un peu ce qu'on a sous la main et on observe. Et on n'aura pas de normes, mais on pourra quand même regarder un avant-après de savoir si il a progressé, et on pourra quand même tirer des informations de tout ça. Donc, je reprends mon petit schéma. Au niveau culomotricité, comment on peut faire? Alors, là, je lui ai demandé de lire, il y a des lettres qui sont soulignées. Pour ne pas le faire entrer dans la lecture, je lui ai demandé uniquement de lire les lettres soulignées et je ne lui ai pas fait lire un texte, par exemple. Bon, en général, quand il est capable de faire ça, il est capable de faire un dem test, hein. C'est plus des exemples pour varier des tests, mais ça peut être simplement de prendre 2 stylos avec 2 petites figurines et de lui demander de passer l'une à l'autre, de les faire bouger dans l'espace, de voir si ses yeux arrivent à suivre. Pour le côté attentionnel, on a des applications sur la tablette euh, et il y a plein de jeux. Ça peut être des chercher-trouve plus faciles, des chercher-trouve, il y en a de difficultés différentes. Pas forcément obligé de faire un test de barrage normé. On peut prendre un livre de chercher-trouve et regarder déjà est-ce qu'il trouve ce qu'on lui demande et comment il s'organise pour le trouver. La motivation, ça compte beaucoup. Moi, j'ai un livre de chercher-trouve de la Belle Patrouille qui a beaucoup de succès chez les petits. Des fois, j'arrive plus à évaluer son attention visuelle. Voilà, test de barrage, parce que barrer des 3, clairement, ils s'en fichent, il a pas envie. Par contre, trouver Chase parmi Stella dans le livre, là, il est beaucoup plus motivé à le trouver.
Donc ça compte, la motivation, elle est aussi à prendre en compte sur le côté attention. Pour le visio-perceptif, bon, vous avez vu tout à l'heure aussi des exemples dans les cas cliniques. On a des supports de rééducation dont on peut se servir pour déjà évaluer un petit peu la perception. Pour le visio-spatial, je vous ai mis des exemples. Voilà, ça peut être des encastrements, ça peut être de trier par couleur, de trier par forme, de trier par taille. Voilà, c'est pas normé, encore une fois, mais ça nous donne déjà une bonne idée de comment il se déroule. Donc, on a des supports aussi comme ça pour les tailles et les positions relatives. Euh, Pour le visio-moteur, il y a des applications à nouveau sur les tablettes qui existent. La tablette, ils aiment beaucoup. Au niveau attentionnel, souvent, ça peut aider. Dans la déficience visuelle, on peut inverser les couleurs, on peut grossir, donc ça peut aider aussi à évaluer. Euh, Là, pareil, c'est des applications sur la tablette. Encore une fois, pour le côté motivation, souvent, c'est plus sympa que et la souris à ce format. Parce que c'est peut-être moins difficile aussi, mais ça permet de regarder comment ils se déroulent. Pour ce qui est visio-constructif, voilà, pareil, on a c'est des exemples de jeux. Et après, souvent, je les détourne, c'est-à-dire que je respecte très rarement la notice. Je, je prends les blocs qu'il y a dedans, surtout le petit train, il me sert beaucoup à faire des saccades, beaucoup plus qu'à construire des forteresses. Mais voilà, on se sert du matériel qu'on a pour détourner et pour observer ce qu'on veut. Je voulais, pardon, je vais conclure, si ça vous. Pour conclure, voilà, je voulais juste finir que test normé ou pas test normé, c'est notre expertise clinique qui fait la différence. Et c'est ce qu'on fait de ces tests-là qui vont qui vont permettre aux collègues qui ne sont pas autistes de comprendre notre bilan, de comprendre ce qu'on a mis en évidence et comment l'enfant utilise cette vision. Donc, c'est à nous d'être le plus clair possible dans nos conclusions, utiliser les mots les plus simples. C'est bien de mettre nos mots notre jargon, mais on peut très bien mettre entre parenthèses avec des mots simples ce que ça veut dire. Il a une insuffisance de convergence, il n'arrive pas à utiliser ces deux yeux ensemble. Et pour les parents, c'est aussi beaucoup plus facile quand on leur dit, au lieu de leur dire il a une insuffisance de convergence, il ne note pas bien, son perceptif n'est pas très bon. Si on lui dit il n'utilise pas bien ces deux yeux ensemble, il n'arrive pas bien à faire la mise au point, donc pour lire c'est compliqué, et en plus de ça, il ne reconnaît pas les lettres, ben, les parents ils vont beaucoup mieux comprendre. Donc, c'est à nous de savoir traduire un peu tout ça dans nos conclusions pour que nos bilans soient accessibles aux parents, aux enseignants et aux autres collègues, éducateurs ou médecins. Merci de votre attention. Voilà. Bon, maintenant.